chaque nuit, dans le monde, une personne sur 7 se couche le ventre vide, et près d'1 milliard de personnes sont sous-alimentées. Voilà, ça c'est les chiffres de la Banque mondiale. Actuellement, ces populations sont frappées de plein fouet par la crise alimentaire de 2007 et la flambée des prix des denrées de base. Tous les experts disent aujourd'hui qu'une deuxième flambée des prix est probablement à venir avec la deuxième crise qui est en train de nous arriver sur le coin de la figure. Donc le sujet est un vrai sujet d'aujourd'hui. Et donc en face de cette malnutrition, de cette sous-nutrition qui se déroule pour beaucoup en Afrique subsaharienne, on a des pays riches dans l'hémisphère nord dans lesquels plus d'1 milliard, oui je dis bien 1 milliard de personnes souffrent de surpoids. Voilà. Et la surconsommation alimentaire est devenue la règle. Et enfin pour finir, donc les scientifiques estiment que d'ici à 2050, la seule façon de nourrir la planète sera de réduire les gaspillages et la quantité de calories par personne. Je pense qu'il y a des progrès à faire, au moins dans l'hémisphère nord. Donc voilà donc l'insupportable contradiction qui se joue actuellement entre le nord et le sud. Pour donner tout de suite la parole à mes interlocuteurs, d'abord un petit état des lieux. Aujourd'hui, dans le monde, combien de personnes souffrent de la faim et est-ce qu'on peut dire que ce chiffre est en régression? Est-ce qu'on progresse voilà, sur ce sujet-là? Moi, j'aime pas trop ces histoires de chiffres globales. Bon, c'est vrai que c'est commode dans les campagnes de collecte de fonds, les ONG, la FAO, tout le monde utilise beaucoup. On dit 1 milliard à peu près de personnes souffrent de malnutrition, en tout cas d'apport calorique insuffisant. Bon, moi je trouve que là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand justement on regarde le détail. C'est-à-dire quand on regarde ce qui se passe vraiment. Et là, je crois qu'il faut vraiment faire un distinguo entre les crises alimentaires aiguës, c'est-à-dire les famines, qui sont des situations relativement rares et évidemment graves, très graves même, puisqu'elles mettent en jeu la vie. Là, il ne s'agit plus de souffrir de malnutrition, mais de mourir de malnutrition. Et puis les autres situations qui sont des situations beaucoup plus chroniques liées à des questions économiques, et des questions de prix. Bon. Alors, très très vite, pour pas... sur les famines, je crois qu'il faut souligner une chose, c'est que les famines sont ce qu'on pourrait appeler surdéterminées. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes. Il n'y a pas une seule cause dans les famines, et notamment, il n'y a pas uniquement une cause climatique. Très souvent, on dit sécheresse égale famine. Non, il faut qu'il y ait un ensemble de facteurs, et on a démontré, avec des études pratiquement sans exception, qu'il n'y avait de famine véritable que quand il y avait à la fois problème effectivement climatique, etc., et problème politique et essentiellement guerre. En général, si vous prenez par exemple la Corne de l'Afrique aujourd'hui, vous avez une sécheresse dans toute la région, mais seule la Somalie, au sens large, c'est-à-dire l'univers somalien avec les troubles extrêmement graves, à la fois politiques, de guerre civile, etc., qu'on connaît, est le théâtre de véritables famines. Pour venir en aide aux gens qui souffrent le plus, enfin des famines les plus graves, c'est justement lié au fait que ces famines ont lieu dans des endroits qui sont des endroits généralement de guerre. Donc où il n'y a pas seulement une question d'agriculture, mais il y a une question de sécurité. Travailler aujourd'hui en Somalie, c'est tout simplement dangereux, voire impossible. Donc ça, c'est le premier problème. Et deuxième, disons, il y en a d'autres, mais sur lesquels je voulais insister, dans les gros problèmes, les gros points noirs, j'allais dire, en matière de carences et de difficultés alimentaires, c'est les villes. C'est-à-dire que les pays du Sud sont devenus des continents urbains. L'Afrique, par exemple, était, il y a 50 ans, un continent rural. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent pratiquement, majoritairement, c'est à peu près la limite, urbain. Petites, moyennes et grandes villes, voire très grandes villes. Ces grandes villes, elles n'ont pas augmenté de taille parce que ça va bien. Les gens ne viennent pas parce qu'ils trouvent du travail. Ils viennent parce qu'ils viennent de campagnes qui sont ruinées. Et ce sont donc des populations rurales qui sont dans des situations de dépendance alimentaire totale. Et là, c'est la deuxième grande difficulté, j'allais dire le deuxième grand gisement, si vous voulez, de malnutrition et de difficultés alimentaires. C'est ces univers urbains dans lesquels vous avez des populations fragilisées, totalement vulnérables parce qu'ils ne cultivent rien, sont totalement dépendants de l'extérieur, et qu'il est aussi très difficile d'atteindre. La faim dans le monde aujourd'hui
est une aberration, parce que quand on parle par exemple de l'Afrique pauvre, l'Afrique n'est pas pauvre. Ne racontons pas que l'Afrique est pauvre. Elle est convoitée d'ailleurs par des tas de gens. Je crois qu'elle fait à peu près 10 fois la superficie de l'Inde, avec même pas le milliard d'individus. Donc l'Afrique non seulement n'est pas pauvre, en termes de ressources vitales, vivantes, mais même ces choses inutiles comme le diamant, comme toutes ces falaises à qui on a donné tellement d'importance, on ne comprend pas pourquoi. Mais enfin bon, et donc ce qui fait qu'on est dans une espèce de confusion qui, vous le savez, avec la technologie, la science et la technologie qui ont créé ce fameux paradigme de la combustion énergétique et qui a provoqué une distorsion entre l'Europe et l'Occident et les autres pays. Donc ce qui fait que cette modification, si vous voulez, de la logique est à l'origine de la famine, en partie. Parce que, et moi quand j'ai donc fait un retour à la Terre en 1961, quand on dit que la famine n'est pas... Quand j'ai commencé à faire de l'agriculture et que je m'apercevais que je semais une petite graine de tomates ou de n'importe quoi, à peine visible, il faut presque une loupe pour la voir, et que cette graine me donne des kilos de tomates, des kilos de cela, ce qui veut dire que la dynamique de la vie n'est pas du tout en faute. Voilà. Donc ce qui fait que l'Afrique, considérée comme pays pauvre, est un pays riche, à peu près presque 10 fois la superficie de l'Inde, avec même pas 1 milliard d'individus. Donc quand on fait le ratio et qu'on essaye de voir les choses, on dit non. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce à quoi j'ai été, moi, confronté en 1981, puisque je me suis impliqué après ma propre ferme en Ardèche, où j'ai démontré qu'avec l'agriculture écologique, on arrive à se nourrir une famille de 5 personnes, etc. Eh bien, quand je suis allé en 81 au Burkina Faso pour la première fois, eh bien, et qu'en étudiant finalement ce qui se passait au niveau de la famine, il y a d'abord le côté cataclysmique, si vous voulez, de la sécheresse, qui est une évidence, et de l'autre côté, des paysans qui suffisaient à leurs besoins jusque-là en auto-alimentation et qu'on a branché sur la mondialisation. Alors, comment on a branché ces gens sur la mondialisation? On leur a dit, désormais, vous produirez des arachides, du cacao, du café, etc. etc. Et à partir de ce moment-là, on les a engagés dans une logique dans laquelle ils se sont retrouvés perdants, puisque quand vous faites, si vous voulez, l'équilibre, le ratio entre les investissements, quand on pousse un paysan à utiliser des engrais chimiques, il faut à peu près 3 tonnes de pétrole pour faire 1 tonne d'engrais, et qu'il utilise, déjà, il commence à investir. Et il y avait des vulgarisateurs qui disaient, surtout servez-vous de ça, c'est miraculeux, effectivement. Sauf que lui, quand le paysan met sa marchandise sur le marché, eh ben, il est victime de la loi du marché. Il y a des années où il va à peu près gagner un petit peu. Il y a des années où il va équilibrer ses dépenses par rapport, il va, disons, se rembourser. Et puis, la plupart du temps, la loi du marché fait que sa marchandise est moins payée. Mais le temps qu'il a passé à produire pour l'exportation, c'est le temps qu'il n'a pas passé à produire pour l'auto-alimentation. Bonjour, moi j'ai vécu en Afrique noire aussi, au Mali. Et donc, la faim m'a toujours... un peu tourmentée aussi. Et je pense que l'Afrique n'est pas pauvre, comme dit monsieur, c'est tous les dirigeants et autres qui l'affament. Et donc, aussi, au bord des fleuves, tout pousse. Nous, on ramenait des graines de France, mais malheureusement, ils sont trop pauvres aussi pour acheter des graines, puisque maintenant, c'est des monopoles. Et il y a aussi des produits qui ont été oubliés, j'ai souvent pensé que peut-être qu'on pourrait faire de la farine pour... envoyé en Afrique, qui est le gland de chêne, qui était une nourriture au Moyen-Âge importante, qui était faite en purée, qui après a été donnée aux cochons, qui est très régénérante. Donc on pourrait peut-être nourrir, nous, ayant beaucoup de chêne, certaines populations et remettre des nourritures au goût du jour, qui pourrait peut-être être une petite solution, mais les petits moyens font quelquefois des grandes rivières. Pierre Rabhi, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'aller planter en Afrique des graines venant... Non, il faut que les populations puissent survivre par leurs propres moyens. C'est absolument indispensable. Parce que sinon, on continue dans le secourisme, c'est-à-dire qu'on crée le problème et ensuite on prétend le résoudre. Je crois qu'aujourd'hui, les populations peuvent parfaitement... Parce que je rappelle que le désastre
de l'agriculture, il s'est fait en France d'abord. C'est-à-dire la logique qui a amené aujourd'hui à ce qu'on ait si peu d'agriculteurs, même en France, c'est la même logique qui en fait s'est transposée ailleurs. Voilà. Et nous sommes menacés de famine justement parce que nous n'avons plus de paysans. Il y a eu le génocide radical des paysans. On est passé par les industriels de la terre, les producteurs ruraux, etc. Mais je crois que le phénomène qui se répand maintenant sur la planète tout entière a commencé par l'Europe elle-même. Et j'aurais souhaité qu'il y ait plus de paysans, plus de gens qui en fait étaient vraiment les garants de la survie d'une nation. Alors, Jean-Christophe Ruffin, un petit mot. Non, moi je voudrais... je pense qu'on ne peut pas avoir, malheureusement, de propos sur cette question alimentaire sans entrer dans le détail un peu politique. C'est-à-dire que l'Afrique n'existe pas. C'est pas un pays. Ce sont des pays avec des politiques, avec des situations extrêmement différentes et qui jouent un rôle très important. Je voudrais le rappeler parce que vous avez parlé de la spécialisation. Cette spécialisation, elle a commencé déjà par le pacte colonial. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qui était fait à l'époque coloniale dans l'Afrique occidentale française, par exemple, les pays avaient été spécialisés très tôt. Par exemple, le Sénégal était spécialisé pour l'arachide. Et il y avait une sorte de contrat qui était, vous faites de l'arachide, donc une culture d'exportation, et on vous apporte du tonquin, des balayures de riz. C'est pour ça que les Sénégalais mangent du riz brisé, c'est parce que c'était des brisures de riz qu'on leur apportait, et vous les mangez. Au moment de la décolonisation, cette décolonisation s'est faite par petits bouts. C'est-à-dire que les grands ensembles, AOF, AEF, etc., ont été coupés en petits morceaux. Ces petits morceaux n'étaient pas viables, c'est-à-dire que... et chacun, donc, s'est trouvé dans une situation politique difficile et économique difficile. L'exemple du Sénégal est évident, puisque la crise de l'arachide a appauvri considérablement le pays. Comme il n'a pas de culture vivrière, il continue d'importer 700 000 tonnes de riz par an, et par conséquent, il est dans la capacité, évidemment, de faire vivre ces populations. Première chose, je me permettais encore une. Je vous en prie. Parce que, non mais vous rappelez tout ça, parce que si vous voulez, pour voir d'où l'on vient, parce qu'on n'est pas sur la Lune, si vous voulez, c'est pas des choses qui se sont... moi, je ne crois absolument pas, c'est peut-être parce que je viens justement au départ de l'humanitaire et de ces crises où il faut démêler les situations locales particulières, mais je crois qu'on ne comprend rien si on a un propos global et globalisant sur des situations qui sont toutes très différentes. Il y a quand même un point commun depuis les indépendances, c'est que dans la plupart de ces pays, la priorité a été donnée aux villes et à l'industrialisation. C'est-à-dire que finalement, les paysans ont été laissés de côté pendant 40 ans. Même les grands organismes de développement comme la Banque mondiale, etc., surtout eux, je dirais, ont complètement délaissé le développement rural. Complètement. L'aggiornamento, il s'est fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on a découvert que tout d'un coup, il y avait des paysans. Il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs. Et à ce moment-là, on a commencé à s'intéresser à eux. Donc, vous voyez, ces phénomènes-là, c'est-à-dire le fait qu'on ait laissé les paysans, au fond, vivre des crises extrêmement dures et se débrouiller seuls, je dirais, pendant toute cette période, alors même qu'on favorisait le développement industriel dans des conditions qui étaient d'ailleurs souvent absurdes, c'est ça qui a créé la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ça, il faut en tenir compte parce que... Moi, je n'ai pas un discours, c'est pour ça que c'est très inégal le débat, parce que moi, je n'ai pas le discours structuré de changement de paradigme de Pierre Rabhi. Je ne sais pas s'il faut changer de paradigme. Ça, sincèrement, j'en sais rien. Je ne sais pas. Voilà. Bon. Donc, je vous laisse juger. Apparemment, vous avez beaucoup de soutien dans la salle. Changer de paradigme, peut-être. Moi, ce que je vois, c'est surtout qu'on a plein de situations différentes dans lesquelles on ne peut pas partout accuser, enfin, dire les gens peuvent être autonomes, etc. Non, il y a des situations où il faut aller... Je suis pas un supporter de l'aide à tout craint. L'aide fait beaucoup de dégâts, mais il y a des solutions, il y a des endroits où il n'y a pas d'autres solutions. Le Darfour, par exemple, c'est un endroit où vous pouvez toujours leur tenir tous les discours que vous voulez sur l'autosuffisance, etc. Tant que les paysans du Darfour sont rackettés, pillés, assassinés par les milices soudanaises, je veux dire, ils ne peuvent pas s'en sortir. Vous insistez sur l'importance de l'urgence alimentaire dans un certain nombre de circonstances. Enfin, de l'analyse des situations locales, et pas uniquement d'un propos globalisant.